spéciale, mais dans d'autres points du pays, les Russes marquent certaines progressions, Margot. Oui, on parle beaucoup de cette ville de Severodonetsk qui est en train d'être complètement encerclée. Alors je parle sous l'autorité de nos invités, mais on compare même cette ville à la ville de Mariupol, à la situation à Mariupol. Aujourd'hui, les forces russes ont poursuivi leur avancée à l'ouest et au sud de Popasnaya pour couper par le sud et avancer vers Severodonetsk. C'est dans cette ville de Popasnaya qu'est positionné l'essentiel de leurs forces aujourd'hui. D'autres troupes se trouvent également au niveau de Bakhmout, à 5 km de Soledar, au sud de Severodonetsk. La situation est d'ailleurs extrêmement tendue sur cette fameuse route de Bakhmout à Lysychansk, juste au-dessus de Severodonetsk. Elles sont sous le feu direct de l'artillerie russe. Les routes principales desservant Severodonetsk et Lysychansk risquent d'ailleurs d'être capturées dans les prochaines heures. Les troupes russes essaient d'entrer également du côté nord, en poussant aussi depuis Roubijne. Il y aurait à peu près 8000 soldats ukrainiens à Severodonetsk actuellement. Ils essaient tous de quitter leur position. Pour rappel, les bombardements russes ont fait 12 morts et 40 blessés hier à Severodonetsk. Darius. Xavier Titelman, vous êtes un personnage très intéressant, vous observez les choses du ciel, vous collationnez un certain nombre de renseignements de manière extrêmement précise, les points chauds, là où ont lieu des explosions. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette avancée russe? Ça va contre certains avis qu'on donnait beaucoup sur les plateaux. On disait les Russes s'enlisent, les Russes ont des difficultés. Oui, mais visiblement, ils ont aussi des points d'offensive et d'attaque et de progrès. Alors, il y a une certitude, c'est qu'ils avancent. Mais à la fin, ce sera peut-être une victoire à la Pyrrhus. On verra. Ils ont des pertes qui sont très importantes, qui sont documentées. Moi, ce qui me frappe aussi dans les derniers jours, c'est la quantité d'informations que republient de nouveau, plus ou moins officiellement, les Ukrainiens en nombre de destructions russes. Est-ce que c'est de la com? La réalité, c'est qu'ils reculent quand même. Et ils reculent quand même maintenant depuis plusieurs semaines de 500 mètres, 1 km par jour. Donc quand vous parlez de quelques heures, en réalité, ça s'attend plutôt quelques jours, peut-être quelques semaines pour certaines de ces municipalités. Et ça ne se ralentit pas, ça ne s'accélère pas. Par contre, il y a clairement un front qui s'intensifie et certaines zones clés qui étaient aujourd'hui encore maintenues par les Ukrainiens commencent un petit peu à être grignotées. À l'inverse, il y a certains autres endroits dans lesquels il y a peut-être des bonnes nouvelles. Typiquement, au nord, Kharkiv a été repris, ce qui fait que la zone d'approvisionnement, la route d'approvisionnement vers Izium est à portée de tir de l'artillerie ukrainienne placée de ce côté-là. Donc il y a aussi d'autres questions à se poser plus larges. Amiral Michaud, on voit bien la relativité quand on dit ils avancent, ils reculent, c'est plus compliqué que ça. Mais la puissante armée russe, quoi qu'on en dise, a des moyens, elle le montre. Elle a des moyens, elle le montre et surtout elle a regroupé ses forces. Donc ce qui était très significatif, c'est qu'on a vu que ça a commencé par l'abandon, bien sûr, du front nord excusez-moi, l'abandon du front nord autour de Kiev. Ensuite, il y a eu l'abandon de Kharkiv. Tout ça pour pouvoir dégager des moyens pour vraiment encercler le corps de bataille ukrainien qui, depuis le début, se trouve à l'est du pays. C'est ça l'enjeu. Alors au départ, les Russes étaient très ambitieux et voulaient faire une grande opération avec une mâchoire terrible descendant d'Izium. Maintenant, et plutôt centré sur Kramatorsk. Ils ont renoncé à ça pour un front beaucoup plus resserré, beaucoup plus modeste et qui se concentre aujourd'hui sur Severodonetsk. Et ils veulent refaire cette manip, mais en y concentrant toutes leurs forces. Et face à cet ensemble de forces, pour les Ukrainiens, c'est extrêmement dur de résister. François, il y a beaucoup de signes qui vont dans le même sens. Oui. Mariupol, Azovstal, on l'a évoqué, ces batailles autour de Kharkiv, les déclarations du Pentagone qui dit il sera très difficile de déloger les Russes du Donbass. Le fait qu'ils le disent aujourd'hui n'est pas un hasard. Et la déclaration du président Zelensky qui dit que les militaires ukrainiens aujourd'hui vivent un véritable enfer dans le Donbass. En fait, vous avez tout très bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de faire une pince pour isoler Severodonetsk, qui est déjà attaqué sur 3. La pince, vous voyez, du nord, qui était arrivée par Roubigné, c'est le fameux pont, la bataille du pont dont on a parlé, que les Russes ont perdu. Exactement. Les Ukrainiens ont concentré leurs efforts pour les empêcher de traverser. Donc la pince nord a été détruite. En revanche, la pince sud, celle qui part de Popasnia, elle est en train de monter. Et donc, on voit bien qu'il y a les limites de la manœuvre ukrainienne, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de troupes disponibles pour traiter en même temps les deux pinces. Et on a le même problème du côté de Kharkiv, où effectivement, ils ont réussi à repousser les Russes. Ils avaient même réussi à faire une tête de pont en direction d'une ville qui s'appelle Vovosach, qui menaçait cette ligne de communication et cette ligne de ravitaillement. Et là, depuis 48 heures, les Russes contre-attaquent. Donc c'est compliqué. Ils ont un peu de mal.
Voilà, ils étaient en défensive, ils ont essayé de repasser à l'offensive. C'est pas tout à fait prêt. Alors, il y a aussi une vision là-dedans, occuper les Ukrainiens, les forcer à rester sur certains fronts. Si les Russes avaient totalement reculé sur le front de Kharkiv, ça permet de libérer aussi des Ukrainiens pour aller se battre dans le Donbass et ailleurs. Et il y a peut-être une vision aussi un petit peu plus globale, que les Russes continuent à bombarder Odessa et à faire semblant qu'ils vont préparer des assauts. Odessa qui est tout en bas à gauche, qui est très très loin de leur ligne, mais du coup ça impose aux Ukrainiens de garder du monde de ce côté-là. Et peut-être aussi ces combats autour de Kharkiv, ils reculent, ils avancent, ça se bat d'une manière très très intense en ce moment, mais ils savent simplement qu'il faut obliger les Ukrainiens à maintenir plusieurs fronts à la fois. Si on compare, pardon le sens des proportions, mais si on compare à la France par exemple, si on regarde les zones en jaune qui sont sous contrôle à peu près, parce qu'on comprend bien que c'est pas aussi exact que ça, russe, ça représente quelle proportion? Ce serait la région sud, ce serait PACA, ce serait une partie de la Savoie. Si l'Ukraine c'était la France plus la Belgique, ils auraient pris à peu près la taille de la Belgique, un peu plus que la Belgique. Ouais. Mais ce qui en 86 jours n'est pas négligeable quand même. C'est pas négligeable, mais encore une fois, là ils ont pris beaucoup de vallées avec des villes qui étaient de plus petite taille. Maintenant, s'ils s'attaquent à des villes de plus grosse taille, ça pourrait, on parlait de... Finalement, Mariupol, il a fallu 2 mois pour la prendre. Chacune de ces villes, Kramatorsk, ultra défendue, bien préparée depuis des mois et des mois, ça va être encore plus compliqué à prendre que Mariupol. Donc cette guerre, même si on a l'impression qu'ils peuvent avancer dans les plaines de 1 km par jour, pour répondre à votre question, on peut encore être là en septembre sans aucun problème. Juste pour prendre simplement, si je peux me permettre, les services de renseignement ukrainiens ont dit qu'il allait y avoir un retournement sur le terrain au mois d'août et qu'ils étaient en capacité de gagner la guerre au mois de décembre. Alors, c'est les courbes qui se croisent. D'après la projection que tout le monde peut avoir, les ambitieux, les favorables, c'est que les Russes remplacent leur matériel détruit par du matériel souvent de moins bonne qualité, c'est un fait. Leurs pertes sont remplacées par des troupes qui sont un petit peu moins équipées, tandis que les Ukrainiens ont fait des levées en masse il y a 2 mois, et donc ils ont des personnels de plus en plus nombreux, de plus en plus formés, qui sont disponibles, et le matériel qui arrive. Donc entre les Russes et les Ukrainiens résistaient bien avec leur vieux matériel, et les Russes perdent en capacité, tandis que les Ukrainiens sont en train de remonter en capacité. La force de frappe russe, elle prend un visage revendiqué par eux, en tout cas ce soir, c'est ce laser qui leur donnerait, disent-ils, de grands avantages? Alors pour l'instant, on sait peu de choses sur ce laser Darius. C'est Yuri Borisov, le vice-premier ministre chargé du développement militaire, qui en a parlé à la télévision russe pour la première fois. Il s'agirait d'un prototype d'arme laser qui serait déjà déployé en Ukraine, selon lui, et qui serait capable d'atteindre une cible située à 1500 km et de la détruire en moins de 5 secondes. Selon l'homme politique russe, ces armes de nouvelle génération qui exploitent, dit-il, une large bande électromagnétique pourront à terme remplacer les armes conventionnelles. Et ce programme de nouvelle arme laser a déjà un nom de code. Il s'appelle Zadira. Selon les médias russes, en 2017, la société nucléaire d'État Rosatom aurait aidé à le développer dans le cadre d'un programme visant à créer des armes basées sur de nouveaux principes physiques. Voilà, je cite le communiqué de Rosatom. Ce nouveau programme est supposé être une amélioration de l'ancien programme laser de la Russie, parce que oui, ce n'est pas la première fois que la Russie essaie de produire une arme laser. En 2018, Vladimir Poutine avait annoncé la création d'une arme laser appelée Peresvet, destinée à neutraliser les drones, les missiles balistiques et autres avions volant à basse altitude. Ce système aurait d'ailleurs été utilisé pendant la guerre en Syrie pour abattre un drone israélien. Il faut savoir, les experts militaires sont plutôt dubitatifs concernant ces annonces. Un haut responsable du Pentagone a expliqué que les États-Unis n'avaient rien repéré qui puisse corroborer les affirmations de la Russie. Et Volodymyr Zelensky s'en est même moqué de cette hypothèse. Écoutez. І ось бачимо, що на 3-му місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою вундерваффе, нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення. Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Autre point important, la plupart des projets dédiés aux armes fantômes dans le monde ont été mis de côté en raison de leur inefficacité démontrée sur le terrain, mais aussi des coûts exorbitants. Il y aurait pour l'instant un seul pays qui aurait développé une arme laser efficace. Il s'agit d'Israël. Le mois dernier, le gouvernement israélien a publié une vidéo montrant un système laser abattant des roquettes et des drones. Je vous propose de regarder. Non, c'est les premiers contre des obus. Target successfully intercepted. Laser interception in progress.
Voilà, merci Margot. Alors, on parlait des spécialistes, on en a un là tout à fait distingué en la personne de Xavier Titelman. Quelle est la part de bluff, quelle est la part de réalité, de développement de ces armes? Alors, ça existe, c'est opérationnel, c'est disponible. C'est un prototype, en l'occurrence, pour celui-là, qui est opérationnel, mais la France a fait son test avec l'Agence d'innovation de défense et la DGA l'année dernière. On arrive à détruire des drones en vol à plusieurs kilomètres, 2 kilomètres, des drones lents, en plastique, des choses qui sont légères, faciles à détruire. On ne va pas détruire des drones Bayraktar. Les pays qui l'ont déjà déployé, c'est notamment les États-Unis, ils ont une sorte de gros Humvee sur lequel ils ont mis ça à l'arrière. La Corée du Sud en a également. Donc déployer opérationnellement sur le terrain, il y en a plein. Ce qu'on a vu à l'instant, c'est les Israéliens, ils sont à un niveau encore au-dessus, ils sont encore plus puissants. Eux, c'est capable de détruire même des roquettes, ce qu'on appelle du CERAM, donc contre de l'artillerie, des missiles, et pas juste des petits drones en plastique. Ce qui a été développé avec des milliards de dollars qui ont été en pure perte, c'est les Américains qui ont voulu faire un système très gros avec un Boeing 747 dans lequel ils avaient remplacé le nez pour détruire les missiles balistiques. Et là, par contre, ça a été un échec, effectivement. Mais là, en fait, les Russes ne font que s'aligner sur ce qui existe déjà, comme si c'était une arme, comme si c'était nouveau, mais tout le monde en a, et c'est juste contre des petits drones qui font quelques centaines de grammes, il n'y a aucun problème, et ils en auront, c'est normal. Amiral Bichot. Ce qui est important, c'est que ça montre aussi la menace des drones et la prise en compte de cette menace par les Russes. C'est aussi ça qui a changé, c'est un des enseignements de ce conflit, c'est la puissance et l'efficacité des drones. On s'en doutait déjà un peu, on avait eu une première démonstration en Azerbaïdjan et on a dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais là c'est fait, c'est clair, c'est évident pour tout le monde maintenant, et le problème c'est que avec les moyens conventionnels, on n'est pas très bien armé contre les drones. Quelle est l'avancée russe? L'exemple qui frappe tout le monde ici en Europe de l'Ouest, c'est évidemment le Satan, où beaucoup d'experts vous disent oui, c'est vrai, les Russes là ont réussi à mener une progression qui est inquiétante parce que c'est très difficile de contrer le Satan. Là, on voit quand il était même béni par les prêtres. Est-ce que ça, c'est vrai? Mais c'est une certitude. Alors, il y a plein de matériel qui est inarrêtable dans un camp comme dans l'autre. Les Russes ne peuvent pas arrêter le M51, le missile nucléaire stratégique français, ils ne savent pas l'arrêter. De la même manière, les Russes ont un système très moderne de leur côté. Si on veut faire sauter la planète, on sait le faire et on ne sait pas l'arrêter. Donc les Russes l'ont, on l'a aussi. C'est le principe de dissuasion. On espère que personne ne va jamais s'en servir. Il y a des systèmes, par contre, qui sont également de la com et dans lesquels ils sont les seuls à le posséder. C'est les missiles hypersoniques, typiquement le Kinjal, dont on a parlé il y a un mois et demi. Les Chinois l'ont en DF-17 en plus petite portée. Et les Américains... Alors, pardon, soyons très précis. Ces missiles hypersoniques, là, il y a une vraie avancée russe par rapport à nous. Exactement. Oui. Ça, c'est le seul domaine éventuellement ça nous intéresse pas, en fait. Stratégiquement, ça peut être utile pour eux. Notamment pour taper des sous-marins, des porte-avions américains. Mais eux, comme ils n'ont pas de porte-avions, ça ne sert à rien. Donc c'est juste simplement en fonction de leur utilisation, ils ont développé des armes qu'on n'a pas. Et du coup, ils disent on est les seuls à les avoir, mais nous, on n'a pas besoin de ces armements-là. Eux, ils n'ont pas de porte-avions, donc on n'a pas besoin d'armes pour couler des porte-avions. On voit bien qu'il y a un aspect de communication très important, politique, militaire. S'ils font ça, alors vous l'avez dit, c'est pas extraordinaire. C'est donc bien qu'ils veulent remonter le moral des troupes, en fait, car malgré tout, les troupes ont été en difficulté sur le terrain. Donc c'est bien une communication. C'est surtout une façon de à la fois du peuple russe et à l'international. C'est une façon de ne pas parler des pertes humaines. Ouais. C'est de faire croire qu'il y a des actes des armes miracles qui vont changer la guerre. Ils ont fait la même chose là, la semaine dernière avec le fameux, là aussi, le Terminator. Donc effectivement, qui est un très bon blindé pour du combat urbain. Mais en fait, s'il n'est pas utilisé de la bonne façon, avec les appuis, les machins, en fait, encore une fois, c'est le mythe que la technique va renverser le fait que la campagne est mal conçue. Didier François, parlons-en. Vous évoquez les pertes humaines et matérielles des Russes. Et à ce chapitre, précisément, de nouvelles informations tombent ce soir. Oui, les forces ukrainiennes publient régulièrement sur les réseaux comme Telegram les pertes russes. L'état-major général des forces armées ukrainiennes fait le bilan des pertes russes sur le terrain. Le bilan humain s'élève, selon lui, à 28 300 soldats russes tués. D'un point de vue militaire, les forces ukrainiennes publient régulièrement ces bilans. Depuis le début de la guerre, on parle de 203 avions perdus, 1254 chars. Un décompte indépendant tablerait plutôt sur un total de 671 chars détruits, soit 1,5 fois la capacité de l'armée française. Avant la guerre, le nombre de chars de l'armée russe était estimé à 3400 chars. Selon les spécialistes militaires, cette hémorragie s'explique d'abord par des caractéristiques techniques. Les chars russes seraient extrêmement vulnérables aux missiles portatifs Javelin et Enlo. Dès qu'il y a de la chaleur,
supérieur, il y a un risque d'explosion du stock de munitions des chars russes. On compte également 3063 véhicules blindés perdus, 93 systèmes de défense aérien, 450 drones et 103 missiles de croisière. Toujours selon les forces ukrainiennes, les plus grosses pertes russes ont eu lieu dans les batailles autour de Sloviansk et Zaporizhia. Darius. Immensité de cette guerre, est-ce que j'ai bien entendu? Ça veut dire qu'il y a déjà il y aurait plus de chars russes détruits qu'il n'y a de chars dans l'armée française actuellement. Ah oui, c'est bien ça la proportion. Sans aucun doute, oui. Alors ça veut dire que la France a peu de chars ou est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment... Les deux en général. Ne m'appelez pas général, il y a assez de généraux ici. Et encore, on est plutôt bien placé par rapport à certains de nos voisins. Voilà. Oui, donc on assiste vraiment, on ne mesure pas toujours l'immensité de cette guerre. L'Ukraine, aussi grande que la France, et puis les chiffres. On assiste vraiment à une très très grande guerre à l'échelle de l'Europe. Oui, c'est la première fois qu'on a une guerre de cette ampleur depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire européen, et en termes de terre et en termes d'engagement. Même la guerre en Bosnie, où il n'y avait quasiment qu'une seule armée au départ, qui était l'armée serbe, face à des milices d'autodéfense et à de la défense territoriale. Puis après, l'armée croate a un peu monté en puissance, mais on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. L'autre chiffre que donnait Margot, plus de 28 000 Russes tués. Bon, ce sont les chiffres ukrainiens. Ils ont évidemment intérêt à les gonfler, mais même si ça n'était que la moitié, c'est énorme. C'est énorme à 86 jours. En Afghanistan en 10 ans. Ouais, mais les chiffres qui sont fournis par les protagonistes, les Ukrainiens comme les Russes, sont certainement surévalués. Si on écoutait les Russes, il n'y aurait plus aucun avion de chasse, plus aucune armée ukrainienne depuis déjà plus de 2 mois. Or, on sait, on a déjà encore vu 3 types d'avions de chasse différents. Ce sont vos chiffres. Mais d'abord, ce constat encore, Patrick Martin-Genier, sur l'immensité des pertes russes. Oui, j'ai lu que c'est à peu près un tiers des troupes russes engagées sur le terrain qui auraient été perdues. C'est quand même considérable. Vous l'avez dit, en fait, les Russes n'osent pas dire le nombre des morts aux familles. On voit bien aujourd'hui qu'ils voudraient recruter encore plus. Certains bureaux de conscription ont été brûlés, dynamités en Russie. Ça veut bien dire qu'il y a un mouvement. De quelle mesure? Mais il y a un mouvement très important qui commence à grimper. Et j'ai lu que ce matin, un projet de loi, une proposition de loi avait été déposée à la Douma qui vise à recruter des gens au-delà de 40 ans pour les faire participer au maniement de ces armes, au prétexte que ce sont les gens qui arrivent à 40 ans qui sont capables de bien manipuler. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai problème d'effectifs. Et on voit bien aujourd'hui que, je ne sais pas où en est le régime de Vladimir Poutine, mais le fait qu'il y ait des morts, souvent on parle de disparus, eh bien cela peut créer, je crois, un malaise en Russie. Il y a aussi des victoires russes. Il y a des victoires russes annoncées ce soir. Une victoire en particulier claironnée, c'est à Azovstal. C'est le lieu symbolique par excellence. Oui, exactement, Darius. C'était la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire de Mariupol. Moscou affirme avoir entièrement libéré la Syrie d'Azovstal. On parle de 531 soldats ukrainiens à l'intérieur ce soir. Les derniers soldats retranchés dans l'usine ont reçu l'ordre de Kiev d'arrêter de combattre. C'est ce qu'affirme Denis Prokopenko, commandant du régime Azov, dans un message vidéo. Écoutez. Le commandement militaire supérieur a donné l'ordre de sauver les vies des militaires de notre régiment et d'arrêter de défendre la ville. Malgré de lourds combats et l'absence de ravitaillement, nous avons toujours insisté sur 3 conditions importantes: évacuer les civils, les blessés et les cadavres. On a réussi à sauver les civils, les blessés graves ont reçu l'aide nécessaire, on a réussi à les évacuer en vue d'un échange et organiser leur transport vers les territoires contrôlés par l'Ukraine. Sur Telegram, le ministère de la Défense ukrainien reconnaissait déjà cette défaite à demi-mot il y a quelques jours. Voilà leurs mots. Malheureusement, l'Ukraine ne pouvait toujours pas débloquer Azovstal par des moyens militaires. Moscou affirme que plus de 1908 militaires ukrainiens retranchés dans les entrailles de la Syrie se sont rendus depuis lundi aux forces russes. Certains seraient grièvement blessés, selon le ministre de la Défense russe. Tous les combattants qui ont besoin d'une assistance médicale seront pris en charge à l'hôpital de Novasovsk, en territoire séparatiste pro-russe, alors que les Ukrainiens demandent évidemment à ce qu'ils soient soignés sur le territoire ukrainien. Le sort des soldats d'Azovstal reste donc en suspens ce soir. L'Ukraine veut organiser un échange de prisonniers de guerre, mais la Russie a fait savoir à maintes reprises qu'elle considérait
au moins une grande partie de ces combattants comme des combattants et non pas comme des soldats. Reste à savoir s'ils font vraiment référence au régiment d'Azov ou à la majorité des soldats à la Syrie ce soir, Darius. Est-ce que, si on résume, est-ce que c'est un grand succès russe? On a souvent un petit côté méthode Coué sur les plateaux parce qu'évidemment la sympathie va à l'agressé contre l'agresseur. Mais enfin, les Russes, là, en tiennent une ville importante symboliquement, économiquement, militairement. Oui, mais tout ça pour ça. Avoir occupé des dizaines de milliers de soldats pendant des semaines et des mois juste pour finalement aboutir à ça, moi j'ai aussi beaucoup de soulagement de la part des Ukrainiens qui savent que ces soldats, ces résistants, vont pas mourir, ou peut-être, on espère en tout cas qu'ils vont être échangés. Donc finalement, il y a un soulagement de la part des Ukrainiens, c'est certainement bon pour leur morale de savoir qu'il n'y a pas 2000 de leurs copains qui vont mourir dans quelques semaines. Et en même temps, les Russes ont perdu beaucoup de ressources et beaucoup de temps avant de pouvoir continuer leur offensive. Donc finalement, le fait d'avoir maintenu ces troupes russes très longtemps dans la zone, certes, il y a une défaite maintenant, mais ça a été une victoire pendant quand même 2 mois. Précisez bien la géographie, c'est très spectaculaire quand on voit cette carte. C'est pas une petite usine, c'est un gigantesque complexe comme les soviétiques adoraient en faire, ce qu'ils appelaient des combinats souvent, avec cette énorme dimension à la surface et en souterrain, avec 7 ou 8 souterrains parfois, qui aurait été comme un piège à rats, parce qu'en réalité, ça aurait fini en bain de sang encore davantage. C'était un bunker extraordinairement bien fait, qui avait été conçu à l'époque soviétique pour lutter contre les Américains. Ça s'est retourné contre les Soviétiques cette fois. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est l'incapacité des Russes d'avoir des bombes anti-bunker, comme les Américains en avaient par exemple utilisé en Afghanistan. Une bombe à pénétration qui explose une fois qu'elle est en profondeur. C'est comme si les Russes n'en avaient pas. Donc ils l'ont utilisé à Tora Bora, mais ça n'a pas empêché Ben Laden de partir. Donc c'est pas toujours. Oui, ils n'ont pas tiré. Ouais. Une bombe peut descendre, ces fameuses bombes pénétrantes qu'on peut tirer, elle peut descendre combien de souterrains? Alors c'est une dizaine, 30 mètres, alors plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans le béton avant d'exploser une fois qu'on est dans le béton. Dans le béton, 30 mètres. Mais 30 mètres, c'est sous le terrain non durci. Mais donc ça veut dire, pardon, quel type de bunker résiste à tout encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment quasiment pas? Normalement, il y en a qui s'appellent le Moab, celui de Poutine là, qui sont très très lourds. C'est encore autre chose. Ouais, mais ils l'ont utilisé aussi à Tora Bora en pénétration, en envoyant plusieurs au même endroit. Donc il y a aussi cette capacité, mais je l'ai pas vu ici. Est-ce qu'il y a une logique dans le choix des destructions? On a vu, corrigez-moi si je me trompe, qu'à Kiev, les Russes ont retenu les coups en termes de destruction. Voilà, ça n'est pas le cas évidemment à Mariupol, où c'est l'autre extrême. À Severodonetsk, par exemple, il y a déjà une destruction très systématique. Oui, parce qu'il y a une volonté de conquête de la ville. Or, une ville qui a été valorisée par ses défenseurs, c'est très difficile à prendre. Et donc, les Russes, finalement, décident de passer en force. Donc, chaque bloc de résistance, chaque bloc de maison, chaque pâté de maison est détruit à l'artillerie, puis ensuite investi par l'infanterie appuyée par les chars qui servent d'artillerie mobile. Après, et donc ça donne ce qu'on a vu à Mariupol. Après, il y a des villes qui ont été quand même préservées de la destruction. On parlait de Kiev tout à l'heure, aussi parce que les Russes ont réussi à être prolongés et gardés à plus de 15-20 km, ce qui fait que la majorité des destructions qu'on voit à Mariupol, c'est pas des bombardements aériens, c'est pas des missiles de croisière, c'est de l'artillerie. Donc si on arrive à maintenir les Russes à plus de 20 km, logiquement, il n'y a pas de destruction massive. Là, ils veulent le prendre, ils attaquent, ils prennent pas de position par rapport. La population a été totalement évacuée, parce que là, les Ukrainiens ont eu l'occasion de le faire. Donc ils ne se gênent pas, ils cassent tout ce qui pourrait servir de défense pour les Ukrainiens. Dans cette émission, il y a quelques semaines, Joseph Borrell, le représentant européen, disait « N'oubliez jamais que l'armée russe est une armée d'artillerie. » Ils pensent comme ça. C'est très frappant là. En réalité, comme vous le disiez, bien sûr, il y a l'aérien, mais l'artillerie bombardée, c'est vraiment leur vision. Il y a 3000 pièces d'artillerie autour du Donbass. 3000. Pour 300 sorties aériennes par jour. Une artillerie, ça peut tirer. En plus, c'est des pièces assez anciennes, mais donc c'est pas des munitions très chères à produire. Ils ont des stocks et très précises. Oui, après, c'est même pas le sujet, puisqu'en fait, ils aplatissent tout. Donc, écoutons aussi, en termes de propagande, d'annonce du côté de la Russie, une sorte de rouleau compresseur qui se met en marche. C'est permanent sur les plateaux télévisés russes, Darius. Ce sont les nouvelles menaces du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. La Russie va créer 12 nouvelles bases militaires dans l'ouest du pays en réponse au renforcement de l'OTAN et son élargissement attendu à la Finlande et la Suède. Écoutez. D'ici la fin de l'année, 12 bases militaires et unités seront déployées dans le district militaire de l'Ouest. Les mesures organisationnelles en cours sont synchronisées avec la fourniture d'armes modernes et d'équipements militaires aux troupes.
Ce n'est évidemment pas la première fois que la Russie menace l'OTAN à la télévision russe. Les éditorialistes et les présentateurs n'hésitent pas à faire preuve d'un ton virulent sur la chaîne d'État Rossiya One. Со странами НАТО. Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Поэтому, когда эта вся операция закончится, НАТО надо будет себя спросить, а нам есть чем защищаться? И нам есть кем защищаться? А пощады не будет. Пощады не будет. Денацифицировать придется, судя по всему, не только Украину. Et puis, depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine brandit régulièrement la menace nucléaire à la télévision russe. On explique que la Russie pourrait anéantir un pays européen avec l'arme nucléaire. Écoutons comment l'expert militaire Yakov Kedmi parlait de la potentielle destruction du Royaume-Uni. Environ 50 ou 60 centrales électriques britanniques seront détruites en 10 minutes. Et tous les Britanniques reviendront à l'âge de pierre. Dans les 10 minutes, rien d'autre n'est nécessaire. Pas besoin d'armes nucléaires. Ils reviendront à l'âge de pierre en 10 minutes. Autre séquence saisissante, une séquence qui a fait beaucoup réagir les médias français. Le 6 mai dernier, les journalistes et invités affirmaient qu'un missile Sarmat surnommé Satan II pourrait atteindre Paris en 200 secondes. В Калининграде посчитали, что от Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы придете. Вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну пускай думает. Секундомер ему дать, на 200 секунд отсчитать. J'aimerais que vous réagissiez à une séquence, elle est proprement hallucinante, c'était la télévision russe hier soir. C'est hier soir, quand on parle d'une forme de réponse à l'extension de l'OTAN, ils se moquent de nous, si j'ose dire, c'est-à-dire ils se moquent un peu des plateaux télévisés occidentaux qui disent les Russes perdent la guerre de l'information en disant « Ah, peut-être qu'on perd la guerre de l'information, mais nous, on va gagner la guerre réel. » Et ils ont cette expression évidemment qui résonne à Paris. Ils disent on va sortir d'un char sur les Champs-Élysées et on boira un café sur les Champs-Élysées. Écoutez cette séquence et vous pourrez réagir. Мы проигрываем информационную войну. Хорошо. Хорошо. Пусть мы ее проиграем. Но мы выиграем войну, реальную войну за социальную интегрированную. В полях с танка вылезем, конечно, выпьем чашечку кофе и скажем, жаль, информационную войну проиграли. Да я вам другое скажу, Владимир Владимирович. Бог с ними, Елисейскими полями, меня как-то жизнь все время мимо Франции проносила. А вот теперь не обойдется. Вот вокруг был, а вот во Франции не бывал. Но есть нюанс. Зачем вылезать на Елисейских полях, да, когда можно будет уже этой осенью в Москве поесть херсонского арбуза? Вот это главное, вот это социально главная борьба, это за социальное интегрирование освобожденных территорий. А Ивано-Франковскую копченую курочку? У нас есть с вами разногласия в толковании. Séquence incroyable évidemment. Alors, ça fait appel dans l'imaginaire, les chars russes sur les Champs-Élysées. Alors, ils en jouent avec la part de rodomontade, mais quand même à la télévision russe. Mais la réalité qui est triste, c'est que la Russie a perdu sa capacité à apparaître comme une menace crédible, conventionnelle pour l'Europe. On voit à quel point ils ont du mal à prendre l'Ukraine. J'imagine mal qu'ils envahissent la Pologne, qui est encore mieux armée, et on imagine le nombre de frontières. J'ai participé à cette propagande en croyant que le matériel russe était extraordinaire. Chaque jour, on découvre des choses qui sont invraisemblables. La dernière de cette semaine, c'est qu'on découvre que les hélicoptères lourds russes Kamov-52 sont sensibles aux balles de Kalachnikov. Mais c'est pas normal, c'est un blindé volant. Ça a traversé, ils ont montré à la télé russe par erreur, ils ont diffusé ça. C'est quand même intéressant de voir qu'à la télévision russe, ils reconnaissent certaines faiblesses. Il y a un dialogue. Il y a celui qui dit... Attention, c'est vrai qu'on aurait quand même de la peine, on va peut-être envahir une partie de l'Ukraine, mais aller jusqu'à Paris, ce sera plus compliqué. Hein. Oui, non, mais c'est du mauvais théâtre de boulevard, excusez-moi, c'est fait pour la population russe, on voit bien qu'ils ne sont pas crédibles, effectivement. Ils n'arrivent déjà pas à prendre l'Ukraine, et heureusement, on ne voit pas comment ils pourraient se préparer à envahir la Pologne ou la Suède. Comment on va
on va obliger les Russes à repartir du Donbass. Ils n'accepteront jamais de repartir. Non, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se figer encore pendant des années. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis dans l'optique où on va pouvoir d'abord retourner sur les frontières de 24 février. Après, on va pouvoir faire repousser les Russes quand même du Donbass. Et la Crimée. Et la Crimée, ça sera la dernière, la question, parce que c'est beaucoup plus compliqué avec la Crimée. Mais si vous voulez, pour nous, les Ukrainiens, la victoire, c'est-à-dire de préserver l'Ukraine dans les territoires ukrainiens, dans sa totalité, intégralité, telle qu'elle est reconnue par tous les traités internationaux. C'est vrai que c'est un long chemin, mais ça ne veut pas dire qu'il faudra maintenant discuter de comment, en fait, quelle partie sera annexée et que les Russes vont déjà... Donc, excusez-moi, donc il n'y a aucune place pour la négociation. Donc, comme l'a dit Volodymyr, il n'y a aucune place. De toute manière, Poutine ne négocie pas depuis déjà un petit moment. Oui, il ne va pas négocier parce que, autant qu'il n'a pas des victoires bien concrètes militaires, il ne va pas négocier. Et nous, écoutez, c'est très clair, je pense, c'est le champ de bataille qui décide le ton de négociation. Et il faut faire ce on continue de faire, c'est-à-dire de protéger notre pays et de nous défendre. Et après, on verra quand on aura la victoire. Et après, on va discuter. Et les alliés de l'Ukraine sont en train de s'organiser pour y donner des moyens en donnant un rendez-vous une fois par mois pour donner du matériel de plus en plus massif. Les fameux 40 milliards qui viennent d'être décidés, ils ne sont pas encore déployés, c'est simplement quelques milliards initiaux, mais là on est en train de partir sur des années de fourniture de matériel de plus en plus lourd et de plus en plus efficace. Donc l'idée que la Russie n'ait plus les moyens de soutenir son effort militaire et que les Ukrainiens par contre en aient de plus en plus, il ne faut pas l'exclure, c'est quand même une option possible sur plusieurs années. Quand on voit tout ce qu'on voit depuis quelques heures, est-ce que vous croyez encore que l'Ukraine peut gagner la guerre? Parce qu'on voit qu'on joue beaucoup avec cette idée, elle peut, elle ne peut pas, Amiral Bichot. Je crois que c'est vraiment trop tôt. Enfin, on ne peut pas le dire aujourd'hui. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure, mais qu'est-ce qu'on appelle la victoire? Encore une fois, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour le moment, on en est à constater la progression ou le retrait des forces sur le terrain. C'est ça qui compte, c'est ça qui sera l'enjeu. Et c'est la résilience de l'un et de l'autre qui est en jeu. Et puis, en fait, on anticipe, pour moi, c'est un avis tout à fait personnel, mais qu'en Russie, il n'y aura pas de traité de paix tant qu'il n'y aura pas eu un changement de régime. Ça, c'est parfaitement clair aujourd'hui. Je n'imagine pas Poutine signer un jour un traité de paix. Donc, ça veut dire que Poutine aura été remplacé par les Russes pour des raisons qui leur sont propres. Et accessoirement, les traités d'amitié, de respect des frontières précédents, ils ont beau les avoir signés, on en est quand même là. Donc, voilà. Pourquoi signer quelque chose avec quelqu'un qui ne va jamais respecter? Au final, il ne respecte jamais, on sait très bien. Alors, ça sera juste un autre papier que personne ne respecte et de toute manière, ça va aller de soi-même. C'est pour ça